Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il y a 5 ans, commençait en Syrie un conflit, une guerre sans merci qui n'en finit pas, qui a fait des milliers de morts. Nous retracerons ces 5 années rythmées par les bombes. Il commentera avec nous l'actualité du bassin méditerranéen. Amin Mahalouf, écrivain franco-libanais et membre de l'Académie française, est notre invité cette semaine. Nous reviendrons également sur les intempéries qui ont frappé le sud de la France il y a 5 mois. Certains campings situés en zone inondable ne peuvent toujours pas rouvrir. Une catastrophe économique à quelques jours des vacances de Pâques, c'est ce que nous verrons ensemble. Mais d'abord, la situation en Syrie. Les Russes commencent à se retirer, décision de Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe a annoncé à la surprise générale que la tâche de ses forces armées en Syrie avait été globalement accomplie. Moscou procédait depuis le 30 septembre à des frappes aériennes en Syrie en soutien aux forces du président Bachar al-Assad. Les Russes gardent toutefois des installations et des hommes sur place pour surveiller le respect du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 février. Il y a 5 ans, en mars 2011, la répression féroce, puis la guerre commençait en Syrie. Depuis, les affrontements entre les rebelles et le régime syrien ont fait plus de 270 000 morts, déplacé plus de la moitié de la population et provoqué la ruine du pays. Aujourd'hui, le cessez-le-feu redonne un petit espoir à la population. Récit signé Sophie Granel, Véronique Dessoudre. Deraa, mars 2011. Alors qu'un vent de liberté souffle sur le monde arabe, le peuple syrien, qui veut lui aussi sa part d'espérance, organise un rassemblement. La manifestation est férocement réprimée par le régime de Bachar al-Assad. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. 5 ans plus tard, une grande partie du pays n'est plus que champ de ruines. Symbole de cette destruction, la deuxième plus grande ville du pays, Alep, est totalement défigurée. Depuis un peu plus de 3 semaines pourtant, les armes se sont tues. Aujourd'hui, à la faveur d'un cessez-le-feu, les chants des enfants résonnent à nouveau dans la vieille ville. Les enfants viennent plus nombreux, ils sont plus souriants et ils n'ont plus peur des explosions. On est content car il n'y a plus de bombes. Mais derrière les apparences d'une paix retrouvée, la guerre n'est jamais très loin. Dans les rues, des bâches sont toujours tendues afin de se protéger des tireurs embusqués. Il y a 2 ou 3 jours, un sniper a tiré sur un homme de 66 ans qui passait ici, mais s'en est tiré. Des incidents qui rappellent la fragilité de la trêve. En 5 années de conflit, 1 million de personnes, dont beaucoup d'enfants, ont été blessées, mutilées dans leur chair. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui les organisations humanitaires. Dans les décombres de ce qui fut Alep, le terrain reste miné. Déblayer les gravats dans les centres urbains représentera un défi majeur pour les organisations, pour les populations syriennes, étant donné le niveau de contamination de restes explosifs de guerre qui se trouve à l'intérieur même de ces gravats. Et ça va prendre énormément de temps pour pouvoir déminer tout ça, parce qu'il va falloir y aller étape par étape, parce qu'on ne peut pas employer des moyens mécaniques, des bulldozers ou des tractopelles pour pouvoir déblayer rapidement ces gravats. Déblayer, réparer les villes comme les esprits. Le conflit, quelle que soit son issue, laissera des cicatrices indélébiles. Les horreurs engendrées par la guerre marqueront à jamais des générations de Syriens, comme Mohammad, qui a vu sa mère, son frère et sa sœur mourir sous ses yeux. Que Dieu punisse ceux qui ont fait ça. Ils m'ont fait perdre ma mère, mon frère et ma sœur, tout ce que j'avais de plus cher. Je ne peux pas leur pardonner. Pas de pardon possible. Et un fossé qui sépare aujourd'hui les Syriens. Entre une opposition qui réclame le changement et un président cramponné à son siège, la paix semble encore bien loin. Et s'il y a un visage qui résume la violence et les effroyables méthodes du régime de Bachar al-Assad, ce pourrait être celui d'Ahmad. À seulement 14 ans, ce jeune garçon est mort sous les coups. Son tort, posséder une chanson sur son téléphone, une chanson contre le président syrien. Martine Laroche-Joubert a rencontré son oncle, un témoignage, vous allez le voir, bouleversant. Sur ces photos, un Syrien de 14 ans, Ahmad. Son histoire est le symbole de la guerre en Syrie. Pour la raconter, nous retrouvons son oncle, réfugié politique en France. Juge renommé dans son pays,
très proche de son neveu, il a tout tenté pour le sauver. J'ai eu un choc quand j'ai vu ça. Voilà Ahmad. Voilà ce qu'ils lui ont fait. La vie d'Ahmad bascule il y a 5 ans. Mars 2011, la révolution commence ici, à Dera. La répression est impitoyable. Le frère aîné de Ahmad est tué par les forces du régime. Août 2012, Ahmad prend la route avec des amis dans un taxi collectif. De Damas, il a fait cette route. Il a été arrêté ici au barrage de Kessoua. Il y avait des policiers et des membres des services de renseignement de l'armée de l'air. Sur son téléphone, Ahmad a imprudemment téléchargé cette chanson contre Bachar el-Assad. Quelle honte, tu tires sur des innocents. Quelle honte, tu les arrêtes à l'enfance. Quelle honte, tu les tues. Les téléphones des passagers sont vérifiés. Les forces du régime traquent ces chansons qui circulent dans le pays. La suite, ses amis, relâchés, la racontent à son oncle. Un officier a hurlé « À qui appartient ce téléphone ?» Ahmad a dit « C'est le mien ». L'officier a commencé à l'insulter, à le traiter de tous les noms. Il l'a arrêté et mis à l'écart dans un bâtiment à côté du checkpoint. L'oncle nous dit même avoir payé des rançons pour le récupérer, en vain. Plus tard, il reconnaît Ahmad sur de terribles photos publiées sur Internet, des pièces à conviction, des tortures infligées par le régime. C'est Ahmad, au service des renseignements de l'armée de l'air. Pire encore, cette vidéo. Il nous affirme reconnaître ici son neveu. Ça, c'est Ahmad. Ils sont 3 à s'acharner sur lui. Je ne veux pas le venger par les mêmes procédés qu'eux. Je ne veux pas tuer. Je veux venger ce gamin par la loi, par la justice. C'est mon vœu. Comme Ahmad, tué à 14 ans pour une chanson, des milliers de Syriens ont été torturés à mort par le régime de Bachar el-Assad. Ils sont encore des milliers à croupir dans ces prisons. Oui, une situation alarmante et qui dure. Alors pour en parler, cette semaine, notre invité est écrivain franco-libanais, élu à l'Académie française en 2011 au fauteuil 29, succédant à Claude Lévi-Strauss. Il vient de sortir un livre sur ces hommes illustres qui se sont installés sur ce fameux fauteuil. Nous en reparlerons dans un instant. Merci Amin Mahalouf de nous accompagner aujourd'hui. Merci à vous. Un mot d'abord sur la situation en Syrie. Quel regard portez-vous sur ce conflit dévastateur? Quel regard et quel avenir selon vous? Écoutez, il me semble que c'est une immense tragédie et qui n'est pas près de se terminer. Vous avez affaire d'un côté à un régime extrêmement violent, extrêmement tyrannique. Il y a eu une opposition qui, au début, a commencé pacifique et moderniste, qui s'est laissé submerger par des mouvements extrêmement violents, extrêmement rétrogrades. Et là, on se trouve entre les deux, c'est-à-dire la population syrienne se trouve prise entre ces deux solutions impossibles, le maintien d'un régime de plus en plus répressif, l'arrivée impossible au pouvoir de cette vaste coalition d'opposants dont la plupart ne sont plus fréquentables dans le reste du monde et qui ont été au-dessous de tout dans leur comportement. Il y a toujours des opposants tout à fait respectables, mais ils sont très minoritaires et faibles. Je ne vois pas de solution proche. Malheureusement, la trêve actuelle est une trêve. Probablement que toutes les factions ont besoin d'une trêve, mais je ne vois pas de base réelle pour la paix encore. Je le disais, vous êtes franco-libanais, alors que la crise syrienne s'aggrave. Le risque est grand de l'avoir débordé sur son voisin, le Liban, un pays fragilisé par un passé douloureux et une délicate cohésion communautaire. Faut-il s'en inquiéter ?
Je pense qu'il faut s'en inquiéter. Jusqu'à présent, et c'est presque miraculeux, le Liban a évité le pire, probablement parce que les Libanais ont connu des événements similaires, pas aussi violents, mais enfin un peu de même nature, qui sont un peu échaudés et qui n'ont pas envie que ça recommence. Donc, ceux d'entre eux qui sont engagés aux côtés de l'une des factions syriennes vont se battre en Syrie. Tous évitent jusqu'à présent de transporter le conflit armé au Liban, mais c'est un équilibre extrêmement fragile. Justement, Amin Maalouf, nous parlons du Liban, un pays dans lequel beaucoup de Syriens sont venus se réfugier. Nombre d'entre eux se retrouvent dans des camps de fortune. Cette semaine d'ailleurs, l'actrice américaine Angelina Jolie est venue dénoncer une situation syrienne honteuse dans un camp de réfugiés au Liban. Parmi ces réfugiés figurent des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Leur quotidien, vous allez le voir, est aujourd'hui loin, bien loin de celui des autres enfants. Nora Boubetra, Jean-Jacques Buty, reportage. C'est le nouveau refuge des déracinés de Syrie. Un camp improvisé où même l'emplacement est payant. Une chaleur écrasante et un univers de nylon auquel les plus petits ont dû s'habituer. Grâce aux humanitaires, ils renouent avec leur insouciance. Des jeux, mais aussi des cours de rattrapage pour des enfants exclus du système scolaire. Ces deux-là sont cousins. Imad et Rassoul viennent de Homs et sont particulièrement agités à cause de la guerre. Les deux garçons assistent rarement aux cours car ils travaillent pour aider leur famille en déplaçant des tables dans un restaurant. Je gagne à peine 20 € par semaine. Ça ne suffit pas à payer le pain et le loyer de la tente, 220 €. Je préférerais étudier. Moi, je commence à 9 h et je finis à minuit. Et le dimanche, il travaille jusqu'à 2 h du matin. La nuit? Oui. En Syrie, il était bon élève. Mais Ali ne va plus à l'école depuis 2 ans. Son père est malade, alors il travaille chez ce commerçant qui souhaite rester anonyme. À 14 ans, il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Toute la journée, il transporte des marchandises, épuisé et attristé aussi de vivre ainsi, loin de chez lui. Je ne m'imaginais pas une telle vie au Liban. Non seulement je travaille, mais je me fais aussi insulter quotidiennement. Ils me disent « Dégage, sale Syrien, pourquoi tu viens nous prendre notre travail ?» Le bus lui coûterait trop cher. Alors l'adolescent vient au travail à pied. 8 km par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire de 180 €. Avec ses frères et sœurs, déscolarisés eux aussi, ils vivent confinés dans 12 mètres carrés. J'en ai marre. J'aimerais avoir la vie normale d'un adolescent, aller en cours comme mes copains, apprendre des choses. J'aimerais bien continuer mes études à l'étranger, apprendre le français et devenir ingénieur ou enseignant. Comme Ali, 500 000 enfants syriens de moins de 14 ans vivent au Liban. Plus de la moitié ne vont pas à l'école. Alors on vient de le voir à l'instant, des milliers d'enfants syriens privés d'école, privés d'enfance, voilà la réalité. Que suscite-t-elle chez vous, Amin Maalouf? C'est profondément triste et on comprend en voyant ces images qu'il y a des centaines de milliers de personnes, notamment des jeunes, peut-être des millions, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir. Beaucoup vont au Liban, dans des pays limitrophes de la Syrie, et beaucoup viennent également en Europe. J'aimerais pouvoir dire que c'est une situation provisoire. Je pense que le Liban ne peut pas intégrer. Il accueille assez généreusement cette population parce qu'elle est là, elle est arrivée, mais ça ne peut être qu'extrêmement provisoire. À terme, il faudra trouver une solution et sinon, effectivement, tout peut arriver au Liban. Comme vous l'avez signalé, le Liban est un pays où il y a des communautés différentes, qui ont des sensibilités politiques différentes, qui ont des attitudes différentes par rapport au conflit syrien, par rapport aux communautés syriennes. Et donc, ce qui est arrivé en Syrie peut avoir des conséquences
politique tragique, peut-être un jour militaire. On peut espérer que ça ne va pas arriver, mais on ne peut pas exclure que cela arrive et que le conflit déborde, même militairement, vers le Liban. Vous venez de publier un livre dans lequel vous racontez la vie des 18 personnages qui se sont succédés au 29e fauteuil de l'Académie française depuis 1634. C'est votre fauteuil aujourd'hui. Comment avez-vous eu cette brillante idée ? Le nouvel élu à l'Académie française a la mission de faire l'éloge de son prédécesseur. Dans mon cas, c'était Claude Lévi-Strauss et j'étais heureux de faire son éloge. En regardant la liste de ceux qui ont précédé Lévi-Strauss sur ce fauteuil, j'ai vu des personnages que je connaissais et j'avais envie d'en parler. Il y a notamment Ernest Renan qui a joué un rôle au Liban même, puisqu'il a été l'initiateur des fouilles qui ont conduit à découvrir la civilisation phénicienne. J'ai découvert également un personnage complètement oublié, un historien du 19e siècle qui s'appelle Joseph Michaud, un historien des croisades. Oui, c'est vrai que c'est un magnifique voyage dans le temps que vous nous offrez avec ce livre. Amin Maalouf, je vous propose juste d'écouter un extrait. Regardez. Tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons main dans la main. Alors voilà, on entend Louane chanter Un automne à Paris. C'est un poème que vous avez rédigé à la demande de votre neveu, le trompettiste Ibrahim Maalouf, après les attentats de novembre à Paris. C'est un très beau texte. Très rapidement, comment parvient-on à mettre des mots sur pareille atrocité ? Ce qui m'a frappé dans les attentats du 13 novembre, c'est qu'ils s'attaquaient essentiellement au mode de vie français et au mode de vie que symbolise Paris dans le monde entier. Les bancs publics, la joie de vivre, la coexistence de cultures différentes, de siècles différents. Et j'ai voulu, dans cette chanson, exprimer justement cet amour de Paris, de son mode de vie et de la France. Merci beaucoup, Amin Maalouf, d'avoir accepté notre invitation. Et Un fauteuil sur la scène, c'est donc le titre de votre ouvrage paru aux éditions Grasset. Et si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, eh bien vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Et nous parlions justement des réfugiés. Voyez cette image à présent saisissante de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui poursuivent coûte que coûte leur route vers l'Europe du Nord. 1 millier d'entre eux ont tenté de passer en Macédoine en contournant les barrières de barbelés érigées par le pays. Des réfugiés qui quittent un pays en guerre, laissant derrière eux leur métier, parfois des professions dites supérieures. Problème, une fois en France, ils ont souvent du mal à s'insérer sur le marché du travail. La prestigieuse école de Sciences Po va donc donner un coup de main à quelques-uns d'entre eux. Et depuis cette semaine, une vingtaine de réfugiés peuvent suivre des cours d'anglais et de français. Justine Sago et Yvon Baudin. L'émulation de Sciences Po, son prestige. Ce matin-là, au milieu de l'élite parisienne des étudiants, Zaïd, réfugié syrien, s'apprête à prendre son premier cours d'anglais dans l'école. Il souhaite acquérir un niveau suffisant en français et en anglais pour reprendre ensuite un cursus en France. Étudier à Sciences Po, une fierté. Et ici, M. Jacques Chirac a étudié, M. Sarkozy a étudié, Alain Juppé ici a étudié, Christian Dior a étudié ici. Pour cette raison, je suis trop heureux parce que je vais étudier ici. Zaïd était avocat à Damas. En France depuis 5 mois, il entend parler de ses cours par une amie. Seul critère de sélection, la motivation. À l'origine de ces cours gratuits, une association d'étudiants de Sciences Po.
Pour les aider à intégrer un cursus universitaire en France, ces élèves sont allés à la rencontre des migrants. Il y avait beaucoup de camps de réfugiés dans Paris, gare d'Austerlitz, mairie du 18e, gare de l'Est, etc. Et dans ces camps, c'est des personnes qui viennent d'arriver en France, généralement en Europe, et qui sont désœuvrées. Et pour eux, l'université, c'est un moyen d'intégration assez évident. Après un périple de 5000 km, Zaïd, lui, est arrivé gare de Lyon. Depuis, il se rend tous les jours dans ce restaurant, comme pour retrouver une seconde famille. Dans quelques mois, il compte intégrer un master de sciences politiques. Il faut reconstruire la Syrie après la guerre. Mais la guerre, 100%, il va finir. La Syrie a besoin des personnes. Ils travaillent professionnellement dans la politique. Avec ce diplôme en poche, Zaïd veut offrir un avenir à son pays. Mais le chemin risque d'être long. Rejoignons le sud de la France. 26 habitants de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, ont porté plainte contre X plus de 5 mois après les terribles inondations qui ont ravagé une partie du département. Tous habitent une résidence où 4 personnes ont péri noyées dans les parkings souterrains. Les plaignants souhaitent notamment que la justice se penche sur la façon dont la commune de Mandelieu-la-Napoule s'est urbanisée ces dernières années. Ils veulent savoir si de trop nombreuses constructions ont pu aggraver les conséquences de ces fortes intempéries. Et à quelques jours des vacances de Pâques, les campings en bordure de la Brague à Antibes sont plongés dans l'incertitude. Pourront-ils recevoir leurs clients? La question est posée. Le quartier en zone inondable a été dévasté par les intempéries du 3 octobre et aujourd'hui, le plan de prévention des risques d'inondation leur interdit de reconstruire ce qui a été détruit. Le bras de fer est donc engagé avec l'État et la commune. Reportage Jean-Bernard Vitiello, Frédéric Tissot. Début octobre, le déluge sur Antibes et Biot a tué 4 personnes. Des torrents sont notamment arrivés comme une vague dans le quartier de la Brague. On a vraiment vu l'apocalypse. C'est en direct. Et on a vu surtout 2 personnes se faire emporter tout au début du débordement de la Brague. Le courant était d'une violence vraiment extrême. Au petit matin, tout le monde a compris que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. Quel aurait été le bilan humain en plein week-end de Pâques ? Cette question, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes n'arrêtent pas d'y penser. Et depuis ce jour-là, tout le secteur est étudié, photographié par drone et au sol. Déjà en 1998, dans le plan de prévention des inondations, le quartier des campings était classé en rouge. Mais avec cette crue de 2015, les spécialistes estiment qu'il faut revoir la carte des risques. Cette zone rouge sera certainement étendue. Dès maintenant, tout ce qui a été détruit dans les campings ne peut plus être reconstruit. Les endroits, les parties de camping, ou voire les campings qui ont été légèrement endommagés, qui ne demandent simplement qu'un repositionnement sur les parpaings, jusque-là, tout va bien. Par contre, s'il s'agit de remplacer le bungalow pour en mettre un nouveau en lieu et place, en application du PPRI, toujours, zone rouge. Là, vous êtes contre? C'est pas qu'on est contre, vous ne pouvez pas formellement le reconstruire. Les exploitants des campings sont en colère. Ici, ils peuvent accueillir jusqu'à 10 000 vacanciers au plus fort de l'été. Les autorisations d'exercer leur ont été données pour la plupart il y a plus de 50 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, certains reçoivent des PV, car depuis la crue, plus question de remplacer les mobil-hommes. Nous sommes des victimes, mais aujourd'hui, on se sent accusés. On se sent devant des juges, devant des procureurs qui nous empêchent, qui souhaitent nous empêcher de travailler. Et ces chefs d'entreprise se demandent pourquoi Météo France n'a pas lancé d'alerte rouge? Pourquoi la rivière n'est pas curée? Pourquoi depuis 1960, on a des preuves photographiques des mêmes inondations, mais aucune digue, aucun canal n'ont été construits. Les dirigeants des campings imaginent des solutions de protection avec par exemple tous les 50 mètres des points hauts de refuge sur des structures en béton. Avec 2 étages, le bâtiment de France Télévisions, tout proche, pourrait lui aussi accueillir des centaines de campeurs en cas de crue. De son côté, la mairie rappelle que plusieurs millions d'euros ont déjà été investis dans des plans de prévention pour les inondations. Jean Leonetti est d'accord pour qu'une activité économique recommence, mais sous contrôle. Une des bonnes solutions, c'est la solution pragmatique, de regarder par endroit. Est-ce qu'on peut évacuer? En quelle vitesse on peut évacuer? Combien il y a de zones qui est occupée?
Est-ce qu'on met que des résidences qui sont mobiles ou est-ce qu'on laisse des résidences qui sont fixes? Matériellement, certains campings ne pourront pas accueillir des touristes pour Pâques. D'autres, moins touchés, se disent totalement prêts à redémarrer une saison. Tous attendent en tout cas une solution et une concertation avec l'État et la mairie qui, eux, n'ont qu'un objectif, protéger les populations. Avant de se quitter, voyons l'image de la semaine choisie par la rédaction. Celle-ci nous emmène à Monaco où un appel aux dons a été lancé pour sauver les hippocampes. La population mondiale de ce poisson mythique est en train de diminuer. La fondation Prince Albert II ambitionne de réintroduire ces spécimens dans la réserve marine du Larvoto et recherche 80 000 € pour cette première mondiale. Merci à tous pour votre fidélité. Très belle semaine.